On va parler maintenant idées avec Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à la Sorbonne, à Sciences Po. Votre dernier livre, dont nous avions d'ailleurs parlé ici, s'appelle La morale de cette histoire. C'est paru chez Michel Lafon. Et puis vous présidez le collège de philosophie de la Sorbonne. Et c'est d'ailleurs dans ce collège de philosophie qu'a eu lieu le vendredi et samedi, le premier vendredi et samedi de janvier, un colloque sur le thème Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. Alors pour être très clair, je reprends la phrase de présentation de ce colloque sur le site du Collège de philosophie. La pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture, représente un défi pour le monde éducatif. Alors avant d'essayer de comprendre ce défi, il faut qu'on essaye de définir ces mots. Qu'est-ce que c'est la pensée décoloniale et qu'est-ce que c'est le woke ? Alors d'abord, c'est un certain nombre de phénomènes que l'on voit, pas seulement d'ailleurs dans le monde universitaire, mais qui sont très présents dans le monde universitaire. C'est des phénomènes qu'on voit notamment quand on perçoit que des statuts sont déboulonnés, quand on entend l'idée qu'il faudrait dégenrer des cours de récréation pour faire en sorte que voilà, les discriminations entre les sexes existent. Donc il y a toute une série de phénomènes dans la société dont on peut dire qu'ils nous viennent pour une large part des États-Unis, mais qu'on voit aussi émerger en France, qui témoignent du fait qu'il y a une sorte de pression, voire de moralisation sur un certain nombre de comportements. Et puis, dans le monde académique, on identifie aussi un certain nombre de, par exemple, des conférences qui sont perturbées, voire parfois interdites, parce que précisément, elles ne représenteraient pas sur un certain nombre de thèmes, notamment les questions de rapport alors la race qui revient, d'ailleurs, la formule est d'ailleurs intéressante, par rapport au genre, par rapport à éventuellement d'ailleurs aussi des questions d'écologie radicale, qui viennent et qui constituent une sorte de pression et de moralisation des débats avec des choses qu'on peut dire et puis des choses qu'on n'a pas plus le droit ou pas le droit de dire ou pas le droit d'ailleurs de discuter. Donc ça, c'est le contexte social, C'est ça. mais il y a aussi un mouvement intellectuel. Alors, après tout, s'inquiéter des inégalités, d'inégalités qui perdurent, c'est tout à fait légitime. Ce qui vous préoccupe, me semble-t-il, c'est que, au nom de cette lutte contre les inégalités, on introduit une sorte d'ordre moral, hein, je vous cite, incompatible avec nos principes d'universalisme et de laïcité. C'est ça qui vous inquiète? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre un tout petit peu de recul, c'est pour ça qu'on a appelé ce colloque après la déconstruction, Oui. parce que la déconstruction est un mouvement intellectuel qui est d'ailleurs très puissant et très profond. On peut identifier en fait trois âges de la déconstruction. Pour bien donner le contexte, hein, voir ce qu'il y a de pertinent et ce qu'il y a ce qui nous semble de plus Oui, deep. parce que la déconstruction, ça fait partie de l'histoire des idées et de la philosophie. Oui, on peut dire même que c'est toute la philosophie moderne. J'allais dire Descartes, quand il pratique son doute radical, dont la situation est très simple, il dit voilà, j'ai appris beaucoup de choses en matière de théologie, puis je suis un peu perdu, donc je vais pratiquer ce qu'il appelle le doute, c'est-à-dire l'idée que je vais douter de tout, donc c'est une forme de déconstruction, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de certain sur laquelle je puisse reconstruire l'édifice des sciences. Et cette petite chose certaine, tout le monde la connaît, ça fait partie de la culture de base. C'est je doute. De quoi puis-je ne pas douter? C'est du fait que je doute. Si je doute, je pense. Et si je pense, Bon, eh bien, je suis. Voilà, le fameux cogito. Et bien sûr, ce cogito, il reconstruit ensuite l'édifice des sciences. Donc, on voit ici un premier âge de la déconstruction, qui est un âge où on déconstruit pour construire. Et par rapport à des choses qui nous paraissent infondées, c'est-à-dire notamment les dogmes théologiques, c'est-à-dire les vérités révélées, c'est-à-dire des vérités qui ne sont pas produites par les hommes. Ça, c'est le premier âge de la déconstruction. Il y a un deuxième âge qui commence avec Schopenhauer et avec Nietzsche, lui aussi très intéressant et très puissant dans l'histoire de la pensée, qui consiste à appliquer cette méthode de la déconstruction, cette méthode de l'esprit critique, sur les vérités humaines elles-mêmes, c'est-à-dire sur le vrai humain, sur le beau, sur la science, sur la morale. Nietzsche définit sa manière de philosopher comme philosopher avec le marteau, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire les idoles, ceux qu'on croit en fait à une histoire, il n'y a pas d'absolu dans la personne, dans la humaine. Pourquoi fait-il ça? Il fait ça parce qu'il considère que ces idées nous empêchent de vivre pleinement. Ça, c'est l'argument de Nietzsche. Il est repris par Freud, qui consiste à dire que pour lui, ces idées humaines nous empêchent, masquent en quelque sorte des conflits psychiques.
elle est reprise aussi par Marx à certains égards, qui consiste à dire que toutes ces idées, même les droits de l'homme, des choses comme ça, nous empêchent de voir les conflits entre les classes, les luttes des classes. Il est repris aussi par Heidegger, qui consiste à dire que toutes ces idées, cette rationalité, nous empêche de percevoir, au fond, la vérité de l'être, ce qu'il appelle, pour Heidegger, l'être lui-même. Donc, voilà, il faut déconstruire. Ça, c'est, on pourrait dire, l'esprit critique, c'est absolument nécessaire, Oui. mais à chaque fois, pour arriver à quelque chose qui reconstruit. Simplement, après, il y a un troisième âge. Voilà, ce troisième âge, on peut le faire débuter avec ce qu'on appelle la pensée 68, c'est-à-dire des penseurs français, Derrida, Foucault, Bourdieu, qui, eux, pour une part, reproduisent ça, mais avec l'idée qu'il faut déconstruire pour se déconstruire. Déconstruire pour déconstruire. Et ça arrive en effet à ce qu'on peut appeler la pensée woke, ou la pensée que je vais essayer de définir, la pensée déconstructionniste intersectionnelle. C'est des mots qu'on entend beaucoup. Alors, on peut la clarifier et définir cette idée en quatre grandes idées pour aller vite. L'idée que, toute la société, c'est un rapport de domination. Tout ce qui existe, ce n'est que domination. Les relations hommes-femmes, au fond, c'est la domination des hommes sur les femmes. Les relations à la nature, c'est la domination du productivisme et du capitalisme sur la nature. Les relations entre les races, c'est la domination de la race blanche sur les autres races, même si le terme de race est, on le sait, problématique du point de vue biologique. Donc, au fond, on a des lunettes qui nous permettent de regarder le réel uniquement à partir de l'idée de domination. Tout est domination et ce qui n'est pas domination n'existe pas. Ça, c'est la première idée. À partir de là, le comble de la domination, pour cette pensée justement décoloniale, c'est le colonialisme occidental. C'est pour ça que c'est une pensée très anti-occidentale. Il faut, la colonisation, c'est le comble de la domination humaine, de l'homme sur la femme, du nord sur le sud, de la technique sur la nature, etc. Donc c'est le comble. Troisième idée, pardon, je vais un peu vite, mais, la décolonisation, l'émancipation de la femme, la préoccupation de l'environnement, sur l'environnement, tout ça, ce sont des illusions, c'est de la poudre aux yeux. En fait, la domination est toujours là et peut-être beaucoup plus sournoise et puissante qu'elle n'a jamais été par le passé. Donc en apparence, les femmes sont libres, en vérité, le patriarcat est toujours là. C'est ça l'idée, hein. Je sais pas ce que je défends, hein. J'essaie de résumer. On croit qu'on est écolo parce qu'on fait du tri, etc. Pas du tout. La nature est en train de mourir sous les coups du capitalisme. Et donc, à partir de là, oui, le sentiment que la domination est encore plus puissante aujourd'hui et à cause de l'Occident qu'elle n'a jamais été. Alors on gomme là-dessus tout ce qui a pu exister par le passé, c'est-à-dire le fait que la civilisation occidentale n'est pas la seule à avoir colonisé, qu'elle a été la seule dans toute l'histoire de l'humanité à avoir aboli l'esclavage, la seule. L'esclavage, oui, absolument. Ouais. Et puis à partir de là, je termine le raisonnement. Face à cette ampleur de la domination, et là c'est tout à fait logique, eh bien, il y a une seule chose à faire. D'abord, il faut se réveiller, c'est woke, woke, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Cette domination qui n'est pas aussi palpable qu'on peut le penser, mais ça suffit pas de se réveiller. Il faut annuler, cancel culture. Il faut impérativement agir, y compris quand on est un universitaire. Là, on voit le passage de la théorie à la pratique. Il faut supprimer, il faut abolir les stéréotypes. Il faut lutter contre toutes ces dominations sournoises que l'on ne voit pas et qui sont évidemment absolument abjectes. D'où le fait qu'on a affaire là souvent, pas en général, mais pour ceux qui sont pratiquants de cette logique, à des universitaires qui sont devenus des militants, qui sont devenus des personnes qui veulent passer de la théorie à la pratique et qui sont parfois prêts à tout pour y parvenir. C'est ça, ce que vous dites, c'est que ce jeu entre la domination et l'oppression ne suffit pas à constituer une grille de lecture suffisante. Mais alors, les tenants, au fond de ces théories, vous répondent en disant que rendre visibles les facteurs d'inégalité, de discrimination, c'est pas être idéologue. Oui, mais ça... ils n'ont pas tout à fait tort, d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Le point est absolument essentiel. Si vous voulez, le point de clivage entre, disons, les positions que je peux défendre et puis les positions woke, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de domination, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de choses scandaleuses dans le monde, qu'il n'y a pas de discrimination. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas que des discriminations. D'ailleurs, s'il y avait que des discriminations, à mon avis, on ne pourrait pas lutter contre. C'est de dire que nous avons des principes, notamment les principes démocratiques, issus des droits de l'homme, européens, inventés par l'Europe, qui sont des principes
justement d'émancipation, et que c'est pas en détruisant ces principes d'émancipation qu'on va faire avancer les choses, mais c'est en s'appuyant sur ces principes pour faire progresser la lutte contre la discrimination, à faire avancer l'émancipation des femmes, faire avancer l'attention à la protection de l'environnement. C'est justement le fait que de dire tout n'est pas domination. Par exemple, dans les rapports hommes-femmes, il y a un truc qui s'appelle l'amour et qui n'est pas de l'ordre simplement de la domination de l'homme sur la femme. Dans les rapports sociaux, il y a de l'amitié. Dans le rapport au passé, il y a des liens qu'on essaye de comprendre. Ça s'appelle l'histoire rigoureuse. Et c'est pas en déboulonnant la statue de Colbert qu'on va faire avancer la cause de la condition des Noirs dans l'histoire. C'est pas comme ça. C'est au contraire en comprenant ce qui s'est passé par le passé, en évitant toute espèce de révisionnisme. Alors, vous l'avez dit, ce sont des pensées qui nous viennent des États-Unis. Il y a peut-être d'ailleurs un petit effet boomerang, parce que vous parliez de Derrida, de Foucault, qui ont été beaucoup étudiés aux États-Unis, qui nous reviennent un petit peu comme ça en pleine face. Mais au fond, alors c'est très bien de faire des colloques comme ça, mais on a quand même l'impression que la France et l'université, peut-être aussi française, justement grâce au principe d'universalisme qui nous fonde, résiste assez bien quand même à ces mouvements. Est-ce qu'on résiste assez, ou est-ce qu'il faut être inquiet, justement ? Ça, c'est une question vraiment d'évaluation de la situation. Moi, je respecte tout à fait les gens qui nous disent qu'au fond, c'est pas très très grave, qu'on a les ressources pour lutter contre ça et que c'est pas la peine d'en faire un plat. Je suis plus suspicieux à l'égard de ceux qui nous disent, sont un raisonnement extrêmement intéressant, qui nous disent, 1, le wokisme, ça n'existe pas, 2, ça a toujours existé, et 3, c'est formidable. Donc voilà, c'est un peu le raisonnement qu'on nous avance, qu'on nous oppose. Après, c'est une question d'évaluation de la situation. Et c'est vrai que là-dessus, il faut être clair, ce colloque avait vocation à faire un état des lieux, essayer de voir si c'était effectivement, en effet, d'abord, si on pouvait définir le déconstructionnisme, je pense qu'on y est arrivé à l'issue de ce colloque. 2, si c'était potentiellement dangereux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages dans des disciplines, parce que vous voyez, le monde universitaire, c'est beaucoup de disciplines différentes, et donc c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Donc là, nous avions des gens des sciences dures, des gens, donc des mathématiciens, des physiciens, des gens de musicologie, des gens d'histoire de l'art, des gens de littérature, des gens de philosophie, des gens de sociologie. Et donc, voilà, on avait toute une série de témoignages de personnes qui ont rapporté des faits très très précis, indiquant qu'on pouvait quand même un peu s'inquiéter de la situation. C'est-à-dire que la montée en puissance de cette idéologie constitue une pression qui peut potentiellement mettre en péril la liberté académique et qui constitue une pression de plus en plus importante, même s'il ne faut sans doute pas, en effet, trop dramatiser la situation, et que nous avons les ressources pour, en France, un peu résister. C'est d'ailleurs pour ça que ce colloque a eu lieu probablement en France et pas dans d'autres pays. J'insiste néanmoins sur le fait que ce colloque, en l'organisant en dehors d'un contexte universitaire, c'est pas mon université qui a organisé ce colloque, je n'aurais pas pu le faire dans mon université. Les pressions ont été très fortes. Dès lors que ce colloque est apparu, on a eu quand même, titre de noblesse, des communiqués des syndicats, CGT, Sud, UNEF, pour dire que ce colloque était scandaleux, qu'il n'avait pas de légitimité à se tenir. Donc voilà, c'est quand même un indice du fait que ce genre de choses et ce genre de débats, on ne peut pas forcément les avoir facilement, et nous prenons des risques. Nous avons eu des intervenants dans ce colloque qui ont dit, écoutez, votre colloque est formidable, mais moi je suis en phase de recrutement à l'université, si je participe à votre colloque, je suis mort. Voilà. Il y a d'ailleurs eu des manifestations, des étudiants, on a entendu le mot de fasciste même. C'est-à-dire très intéressant d'ailleurs, parce qu'il y avait parmi les participants beaucoup de gens et de gauche et de droite, mais des républicains, quoi. Il y en a peut-être un, je ne sais pas, qui a peut-être attiré ces reproches, que vous aviez appelé dans ce colloque, c'est Mathieu Bloch-Côté.
est-ce que, oui, est-ce que, qui a pris quand même des positions, qui défend beaucoup Zemmour, etc. Est-ce que c'était une bonne figure dans ce colloque de le prendre? De l'autre côté, c'est un universitaire d'abord, et il vient du Canada, Oui, du Québec, qui est un lieu particulièrement important, donc, et même un peu en avant-garde sur ces questions. Donc, c'est pas inintéressant de le faire venir, mais vous avez raison d'indiquer que nous avions une diversité à la fois disciplinaire et politique totale. Jacques Julliard, hélas, n'a pas pu venir parce qu'il était oui. malade, mais il va écrire un texte dans les actes du colloque. Pour lui, vraiment, enfin, je veux pas me parler à sa place, mais j'ai eu une conversation avec lui au téléphone. Pour lui, ce colloque représente, ça m'a beaucoup ému dans ce sens-là, un acte refondateur de la gauche. Voyez, donc de dire que ce sont des fascistes et des conservateurs ou des réactionnaires qui ont nourri le colloque, c'est nier que, disons, à 50-50, il y avait des représentants de la droite, de toutes les droites, et des représentants de, alors je dirais pas toutes les gauches, parce Non, qu'effectivement, la gauche radicale, la gauche extrême n'était pas présente, la mais gauche il y avait républicaine laïque, enfin voilà, qui était de l'autre très côté. présente avec des personnalités, des pointures sur le plan académique. Et j'ajoute par ailleurs que ce colloque, dont les enregistrements sont disponibles, donc chacun peut Absolument. se faire son avis, a été vraiment d'un très très haut niveau, passionnant, chacun souhaitant donner le meilleur, et avec des exemples vraiment intéressants. Je pense notamment à l'intervention d'Alexandre Gady sur l'histoire de l'art et notamment une statue de Champollion qui avait été Eh oui. critiquée au Collège de France. Donc il y a eu des moments extrêmement forts, extrêmement puissants dans ce colloque et j'invite évidemment tous ceux qui s'intéressent à ce sujet d'aller voir par eux-mêmes tout simplement. Alors, pour conclure, il y a cette déconstruction dont vous avez parlé à travers ces mouvements de pensée, mais il y avait dans le thème du colloque la reconstruction. Alors, la reconstruction, ça pourrait être quoi? Alors, bon, là, c'est une position personnelle, parce que je ne peux pas me faire le représentant ici de tout le monde, mais si vous voulez, la reconstruction, pour moi, c'est justement de dire que il y a dans les relations sociales aujourd'hui des éléments de destruction, en effet de domination, et des éléments de recomposition. Et c'est ça qui m'intéresse, pour personnellement, c'est de voir comment, dans un univers réputé individualiste, où au fond, nous devrions tous être enfermés dans notre sphère privée, sans lien les uns avec les autres, suspicieux ou indifférents les uns avec les autres, eh bien, notre univers démocratique individualiste produit du lien. Un indice, le monde démocratique, les individus d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi généreux. Ils donnent beaucoup Ouais. d'argent. Voilà, cette générosité-là, c'est un phénomène impressionnant, ne devrait pas exister dans notre monde individualiste et égoïste. Et plus ça va mal d'ailleurs, dans une situation de Covid-19 où la France est dans une situation problématique, eh bien, au lieu que ça baisse, ça monte encore. Donc il y a là des ressorts qui me paraissent extrêmement intéressants à étudier. Pourquoi cet individu a besoin encore envers et contre tout des autres pour exister. Il a besoin de l'amour, il a besoin du lien social, il a besoin du rapport au passé, d'un rapport critique, il a besoin de projets pour l'avenir. Ça, c'est de la reconstruction. Merci infiniment. Je renvoie en effet au site du Collège de philosophie où on peut écouter les débats que vous avez eus vendredi et samedi le 7 et 8 janvier. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot et bonne année Et bonne année également. De la reconstruction. de la reconstruction. Merci beaucoup.